Et tout de suite, place à notre second débat que nous consacrons ce soir à la politique de santé. Les annonces de Gabriel Attal dans son discours de politique générale ne font pas l'unanimité dans le monde médical, à l'exception peut-être de l'une d'entre elles, qui concerne la régularisation des médecins à diplôme étranger, qui font souvent tourner l'hôpital. On les appelle les PADU, pour praticiens à diplôme hors Union européenne. Ils seraient entre 4 et 5 000 en France. Jonathan Dupriez en a rencontré pour nous. Reportage. Ils sont presque invisibles mais essentiels à notre système de santé. Les PADU, ces médecins étrangers diplômés hors de l'Union européenne. Aucun recensement officiel n'existe, mais il serait plusieurs milliers en France. Abdelhalim Ben Saïdi est l'un d'eux. Arrivé d'Algérie en 2019, ce jeune praticien de 31 ans est diabétologue en Île-de-France. Ce médecin spécialiste, bardé de diplômes, est pourtant payé moitié moins cher que ses homologues de l'Hexagone. Le travail, il est égal, sauf que le statut n'est pas le même, le salaire n'est pas le même. Et du coup, c'est un peu contraignant dans la vie de tous les jours. Ça ne nous permet pas d'avancer sur certains plans. Alors que les PADU, ils sont là pour assurer la continuité des soins. Ils se sont très bien intégrés dans le système de santé français. Si ces médecins ont fait leurs preuves depuis des années dans leur service, leur maintien dans notre système de santé dépend le plus souvent de leur réussite à un concours. L'épreuve de vérification des connaissances, dite EVC, chapeautée par le ministère de la Santé, fixe chaque année un quota de postes disponibles pour ces médecins étrangers. Une épreuve dont beaucoup jugent les critères injustes et opaques. Alors, dès le numerus clausus, il y a des spécialités où on n'ouvre pas de postes, il y a des spécialités où on ouvre très peu de postes par rapport au nombre de médecins étrangers qui exercent déjà ici. Rajouter à cela le fait que les PADU qui travaillent ici, ils travaillent 60 à 70 heures par semaine, ils n'ont pas le temps de préparer un concours. Au-delà du concours, les situations kafkaïennes ne manquent pas, comme celle de Célestin Vivor. Ce pédiatre originaire de Bamako exerce au CHU de Cayenne. Grâce à une dérogation d'Om-Tom, il est médecin de plein exercice en Guyane, mais pas en métropole. Alors, je vous montre, ça c'est ma carte professionnelle de l'ordre des médecins en France qui prouve que je suis médecin en France avec mon numéro RPPS. C'est la même carte que tous les médecins français ont. Mais sauf que c'est pour un département bien précis. Et ce régime dérogatoire des DOM-TOM ne permet à Célestin que d'exercer jusqu'en 2030. Au-delà, il devra choisir, soit retourner en métropole au risque de dégrader son statut, soit quitter le territoire pour le Mali. En 2030, on peut me dire, écoute, voilà, c'est fini, il faut foutre, voilà, il faut quitter la France. Et donc, j'ai franchement ce souci-là. Et toutes ces années de sacrifice au service public et après, me retrouver comme ça, c'est vraiment très, très triste. Et voilà pourquoi nous battons. Les PADU manifesteront le 15 février prochain au pied du ministère de la Santé. Ils porteront leurs revendications, notamment l'intégration pérenne de ces médecins étrangers à leur poste. Les associations du secteur réclament aussi d'être associées aux futures négociations avec le gouvernement. Alors, un reportage de Jonathan Dupriez sur ces PADU, nous y reviendrons au cours de cette émission. Que vaut l'ordonnance du docteur Attal? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP, président de l'Institut de santé, auteur de L'autonomie solidaire en santé, publié chez Michalon. J'accueille aussi Véronique Guillotin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice RDSE de Meurthe-et-Moselle, vice-présidente de la commission des affaires sociales. Vous êtes médecin. Oui. Vous avez exercé à la fois en ville et à l'hôpital. Et puis, vous présidez la commission santé-solidarité de la région Grand Est. J'accueille aussi Gérard Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de France Asso Santé. Alors, pour expliquer, c'est l'organisation qui représente les patients et les usagers. Les usagers de la santé. Et les usagers de la santé, voilà. Et puis, nous accueillerons à partir de 19h par écran interposé Jean-Paul Hamon de la Fédération des médecins de France qui nous rejoindra, et médecin généraliste. Il est président d'honneur de la FMF. Et puis bien sûr, Émilie Zapalski, notre éditorialiste, qui reste avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Alors, on va éplucher les mesures les unes après les autres, parler aussi de ce qui manque, mais commençons par un premier tour de table. Est-ce que c'est ce qu'annonce Gabriel Attal? Ça vous a paru être un traitement de choc, un remède ou juste un pansement? Véronique Guillotin. Moi, je pense que ce sont des petites annonces pour le moment.
Non, c'est pas le remède, je pense, qui va pouvoir transformer le système de santé en France, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il va falloir faire, en fait. Donc, on a quelques mesures. Je les ai pas toutes. Je pense que vous allez nous guider pour les lister. Donc, il y a des mesures sur les médecins étrangers, je crois. Il y a quelques mesures sur les taxes lapins. Enfin, voilà, on a quelques mesures qu'on a déjà d'ailleurs vues, qu'on a déjà traitées au Sénat. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un vrai choc de transformation du système. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a plus besoin de faire de textes, de lois, des choses comme ça. Il faut qu'on travaille sur les territoires aujourd'hui, vraiment, et qu'on puisse appliquer toutes ces choses qui existent et aussi patienter, parce qu'on va pas créer des médecins en quelques années. On a un problème de numerus clausus. Je pense qu'il faut aussi aujourd'hui se dire qu'il faut laisser un peu ce temps-là et puis mobiliser toutes nos ressources humaines, mais il faut travailler sur les territoires. Frédéric Bizard, c'est pas la refonte en profondeur du système de santé maintes fois promise par le pouvoir. Mais après tout, est-ce que c'est pas plus efficace des réformes à petits pas, à petites touches, j'allais dire, plutôt qu'un grand plan qu'on a toujours du mal à pondre et toujours du mal à appliquer ? Je dois avouer que la lecture politique du discours du Premier ministre sur le plan de la santé est assez difficile à lire, tant les mesures abordées sont insignifiantes. C'est gadget. Non, mais c'est même pas gadget. Je dis pas, elles ont leur importance et leur intérêt. Mais comme ça vient d'être dit, dans le schéma général de la crise du système, du besoin de refondation, qui a été très bien expliqué d'ailleurs par le chef de l'État il y a déjà 2 ans, lançant une conférence nationale de refondation. Bon, le diagnostic a été fait, il a été bien fait. Mais là, et je sens le Premier ministre très, très friable sur ces questions de santé. Il est sorti, lorsqu'il a fait sa première sortie au CHU de Dijon, il a parlé, parce qu'on lui a probablement tendu les fiches et parlait de 32 milliards, où tout d'un coup on ne savait pas très bien de quoi il savait. Il parlait de 32 milliards, est-ce que c'est à l'hôpital, est-ce que c'est des nouveaux investissements? Est-ce qu'ils étaient déjà prévus ou pas? Tout ça n'était que ce qui était prévu dans la loi de financement de sécurité sociale, donc qui est en partie à l'hôpital, mais aussi pour le reste. Bref, donc, mais encore une fois, c'est difficile à lire, mais mon interprétation, c'est plutôt qu'il aimerait bien, je dirais, se préoccuper d'autres sujets que la santé. Donc en effet, peut-être qu'il faut aller travailler dans les territoires. Je ne pense pas que la santé soit aujourd'hui dans l'agenda politique de M. Attal, et on pourrait en discuter si ça va être tenable, parce que le système va quand même profondément mal. Il y a une approche en tout cas qui semble différente, Gérard Raymond, c'est qu'on a l'impression que l'approche de Gabriel Attal, elle est plus sous l'angle du patient que sous l'angle du professionnel de santé. Ça vous satisfait? Pour le sanctionner et pour le culpabiliser, certainement. Oui. Non, ces mesures, voilà, les seules mesures pour les patients, c'est les mesures de taxes ou que ce soit les franchises pour le président de la République. Et la deuxième lame pour le Premier ministre sur les lapins. D'ailleurs, il faudra bien nous expliquer comment ils vont faire pour On va y venir. pour relever ces taxes-là. Non, je pense que ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Et puis encore une fois, on confond allègrement santé et soins. Donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est une refondation du système de santé. On a oublié depuis quelques mois de parler de prévention, d'éducation à la santé. Comment, sur les territoires, on apporte une véritable offre aux demandes et aux besoins populationnels sur les bassins de vie. Là, le président de la République l'a un peu évoqué, mais très rapidement. Donc, on voit bien que ce sont des mesures, j'allais dire, techniques, de permettre effectivement à tous ceux qui professent aujourd'hui en France d'être régularisés, les médecins, d'aller chercher des médecins, je veux bien, à l'extérieur, pour qu'ils viennent. Oui, mais tout cela, s'il n'y a pas une véritable refonte du système de santé, avec des nouvelles missions, des nouveaux engagements, et aussi, évidemment, une vision du financement de notre protection sociale et sanitaire dans ce pays, eh bien, on n'arrivera certainement pas à répondre aux besoins populationnels au niveau de santé et soins. Alors, on va ouvrir un premier chapitre sur la pénurie de médecins, parce que la France manque de médecins, c'est pas une nouveauté en ville, à l'hôpital. Gabriel Attal se désole que de la désertification médicale dans notre pays, la saturation de nos hôpitaux, en particulier des urgences. Et lui, il souhaite en fait plus de temps médical. Alors, comment on souhaite faire? Il explique que cette majorité a supprimé le fameux numerus clausus, vous savez, qui restreignait le nombre d'étudiants et donc de futurs médecins. Mais les effets tardent à se faire sentir. Alors avant de commencer ce débat, on va essayer de comprendre pourquoi, avec Quentin Calmin, cette histoire de numerus clausus.
annoncé, supprimé, et puis avec quels effets? De quand ça datait le numerus clausus, Quentin? Le numerus clausus date du début des années 70. Il est institué à la demande des syndicats de médecins libéraux, historiquement très organisés depuis le début du XXe siècle, face à la forte augmentation du nombre d'étudiants en médecine, plus 69% entre 1963 et 1967. La profession s'est ainsi organisée pour garantir des revenus aux médecins en tentant de limiter leur nombre. Le gouvernement de l'époque et les gouvernements suivants qui ont réduit progressivement le numerus clausus y ont aussi vu le moyen de réduire les dépenses de santé, Mathieu. C'est cette logique qui va mener à réduire pendant des années le numerus clausus. Et justement, comment il a évolué au fil des décennies? Vous voyez ce graphique de la direction recherche des études, d'évaluation et des statistiques pendant les premières années de sa mise en place jusqu'en 1977. 8500 places environ par an étaient offertes pour l'entrée dans les études de médecine. Ensuite, il a diminué fortement jusqu'en 1993 où il a atteint un minimum à 3500 places offertes par an. Il a ensuite été fortement rehaussé dans le but de remplacer les départs à la retraite des médecins issus du baby-boom. La hausse très forte entre 2000 et 2005 s'est ralentie jusqu'au milieu des années 2010, mais pour repartir ensuite et atteindre un peu plus de 9300 places ouvertes en 2020 au moment de sa suppression. Mais c'est un peu ce retard qu'on paye aujourd'hui, parce que la fin du numerus clausus, c'est pas un effet automatique tout de suite. Oui, dans un rapport sénatorial de 2022, c'est ce qu'écrit la sénatrice Catherine Deroche. Les effets de la suppression du numerus clausus ne se feront sentir au mieux qu'à partir du début de la décennie 2030, sans garantie de répartition équitable sur le territoire. La cause, les capacités d'accueil et des moyens de formation des étudiants sont contraints et vont progresser lentement. Ainsi, le nombre de médecins en France va continuer à diminuer, Mathieu, entre 2021 et 2026, passant de 95 000 à 92 300. C'est après 2030 qu'il devrait commencer à augmenter à nouveau. Car même si le numerus clausus a été supprimé en 2019, ça signifie pas pour autant qu'il y a plus du tout de limitation dans l'accueil des étudiants. Oui, tout à fait. Le numerus clausus, en fait, il a été remplacé par un numerus apertus. Le nombre de places est fixé en fonction des besoins de santé du territoire et aussi du nombre de places d'accueil dans les facultés de médecine. C'est ce qui fait dire que le nombre de médecins formés augmente peu rapidement. Dans un rapport d'un député de décembre dernier, on note cette phrase, le fait que la France retrouve seulement le niveau des personnes formées prévues dans les années 70, alors que la population française a gagné 15 millions d'habitants entre-temps. Mathieu. Merci beaucoup, Quentin. On y voit plus clair. Frédéric Bizard, c'est un mauvais moment à passer, le temps que cette suppression du numerus clausus ou ce fausse remplacement produise tous ces effets du strict point de vue de la pénurie de médecins? Non mais honnêtement, la façon avec laquelle on gère la démographie médicale, ça a été très bien expliqué depuis 50 ans, n'est pas sérieuse. D'abord, on a pris cette population médicale comme une variable d'ajustement, pensait-on, des dépenses, pensant que l'offre créant la demande, ce qui n'est pas en plus si on réduit le nombre de médecins. Si on réduit le nombre de médecins, c'est vrai, avec l'appui d'un certain nombre d'une partie de la communauté médicale, pensant que ça allait protéger un petit peu leur communauté, s'ils étaient moins nombreux, protéger leurs revenus. Et maintenant, on ouvre sans se préoccuper de réellement des besoins qu'il y a. Partons des besoins. Vous savez, la santé publique, c'est quand même une science sur laquelle on a beaucoup progressé sur un plan scientifique. Nous sommes parfaitement capables d'évaluer les besoins de santé publique pour les 30 ans qui viennent, comme on est parfaitement capable d'évaluer l'évolution de la démographie pour les 30 ans qui viennent. On pourrait faire peut-être ce travail pour déjà partir des besoins en matière de médecins, des besoins en fonction des spécialités de médecins, mais c'est pas du tout c'est pas comme ça que c'est fait. C'est pas du tout comme ça que c'est fait. Vous savez il a été assez généreux, votre collègue, parce qu'il a dit, en effet, à partir des capacités des universités, notamment des capacités d'accueil des étudiants et des budgets des universités, et il a précisé aussi en fonction des besoins. Non, en fait, on ne parle pas en fonction des besoins, c'est uniquement en fonction des capacités. Si je caricature, c'est le nombre de places dans les amphis. Le nombre de places dans les amphis. Mais bien sûr que c'est comme ça. Donc, franchement, moi, je suis stupéfait. Vous savez, c'est la ressource la plus rare dans un système de santé, la ressource humaine. C'est la ressource la plus longue, qui est longue à former. C'est la ressource la plus rare. Et franchement, ça montre quand même qu'on est quand même resté sur un ministère de la Santé qui est un ministère très administratif, qui fait pas beaucoup de science et qui pilote ça comme on pilotait ça il y a 30 ans. C'est assez inquiétant. Alors pendant ce creux, ce manque de médecins, Gabriel Attal a annoncé des solutions à mettre en œuvre tout de suite, selon lui. On l'écoute. Comme l'a annoncé le président de la République, nous procéderons à la régularisation des médecins étrangers sur notre territoire.
C'est pourquoi aussi, je vous l'annonce, je nommerai un émissaire chargé d'aller chercher à l'étranger des médecins qui voudraient venir exercer en France. Et nous devons trouver les moyens de faire revenir nos jeunes Français qui sont partis étudier à l'étranger. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Je le disais, vous êtes président d'honneur de la FMF. Je vais y arriver. Voilà. Régulariser les médecins étrangers qui participent pour faire tourner notre système de soins, c'est une bonne idée selon vous ? Bon, ben c'est surtout un effet d'annonce. Hein. En fait, surtout ils voulaient aller chercher des médecins à l'étranger. C'est surtout ça qui nous a choqués, parce que ça avait quand même des relents de colonialisme. Aller les chercher dans des pays où, justement, on en manque, hein, notamment au Maghreb et en Afrique noire, parce que c'est généralement là que les gens vont être recrutés, alors qu'il y a moyen de recruter des jeunes médecins. Vous savez... On a donné une 10e année de médecine, une 10e année d'études aux seuls étudiants, aux seuls internes en médecine générale depuis maintenant 2 ans. Et si on permettait à ces médecins qui ne sont pas concernés par cette 10e année, ceux qui sont en 3e cycle actuellement, de consulter dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que on doublerait leur salaire, on leur permettrait de travailler avec un secrétariat présentiel, avec des maîtres de stage qui seraient présents au téléphone ou joignables, et qu'on loge ces jeunes médecins. On pourrait recruter 1500 médecins formés en France immédiatement. Et ça coûterait la modique somme de 60 millions d'euros pour 1500 médecins supplémentaires. Mais ça, il n'en a pas été question. Parce que ce que vous dites, c'est qu'en gros, pour régler nos problèmes de démographie médicale, on va en créer chez les autres, c'est la situation qui était prônée par Gabriel Attal. Il y a une autre solution qu'il a prônée, c'était de permettre aux étudiants français, cette fois-ci, oui, qui sont à l'étranger, qui sont partis faire leurs études en Roumanie, en Hongrie, en Croatie, de revenir, c'est ça, sur le territoire, Véronique Guillotin? C'est ce que j'ai entendu, oui. Moi, Mais c'est plutôt des gens qui ont échoué. C'est des gens qui n'ont pas pu rentrer chez nous. Mais oui, je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas pu rentrer dans une filière française et du coup qui sont partis en Roumanie faire leurs études et qui vont revenir ou pas. Enfin après, moi je suis quelqu'un qui pense qu'il faut laisser la liberté de choix aux gens. Donc s'ils veulent rester en Roumanie, ils resteront en Roumanie. Ils ont fait leurs études là-haut. Moi je suis une frontalière avec le Luxembourg. Quand j'entends la discussion sur le fait d'aller chercher par exemple des médecins étrangers, nous sur le territoire Nord 54 et Nord-Mosellan, on se plaint, je ne dis pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, du pays voisin qui est le Luxembourg, qui attire nos soignants, nos infirmières que nous formons, et on ferme des services entiers parce qu'on a un problème de recrutement d'infirmières lié à un différentiel salarial important, peut-être moins chez les médecins, mais en tout cas, on a cette problématique-là. Et certains politiques français demandent une rétrocession fiscale au Luxembourg en disant on les forme, mais il n'y a pas de raison qu'ils qu'ils partent au Luxembourg. Nous, on veut aussi payer cette formation. Et en fait, je pense qu'on est un petit peu en train de faire ça. Moi, je pense que le problème, il n'est pas là. On a des étudiants qui font ça par passion quand même. Il faut quand même leur dire, c'est 10 années d'études aujourd'hui, on est passé de 9 à 10 ans, on va avoir un bataillon de médecins généralistes, de docteurs juniors qui vont sortir et qui vont pouvoir aller sur les territoires. Aujourd'hui, il faut qu'on anticipe, on a 2 ans pour les anticiper ou 1 an. Il va falloir que sur ces territoires, on ait des maisons de santé qui les accueillent parce que les jeunes, aujourd'hui, veulent travailler en exercice coordonné. Il faut qu'ils aient un salaire correct pour redonner de la motivation à ce métier. Il faut qu'ils aient des conditions d'un écosystème sur les territoires intéressants, du logement également, parce qu'effectivement, on a des territoires où on est dépourvu de logement, et il faut qu'on redonne envie à nos jeunes de refaire ces études médicales. Il faut un choc d'attractivité, et il faut leur ouvrir la porte de nos universités et de nos terrains de stage. Enfin, moi, je pense que la problématique aujourd'hui, elle est sur ce choc d'attractivité. Il faut arrêter tout le temps de charger, d'aller chercher peut-être des petites solutions épisodiques ailleurs. Autre solution proposée par Gabriel Attal, c'est en gros de permettre aux autres professionnels de santé qui ne sont pas médecins de le devenir en leur facilitant la vie. On écoute le Premier ministre. Nous devons aussi, et c'est ce qu'a proposé le député Neuder, mieux reconnaître l'expertise et la volonté de soignants qui ont fait beaucoup d'études et qui ont une vraie expérience. Une infirmière anesthésiste qui a un bac+5, plusieurs années de carrière et d'expérience, elle doit pouvoir, si elle le souhaite, rentrer directement au moins en 3e année de médecine pour devenir médecin, si elle le souhaite.
peut changer. Alors je repasse la parole à un médecin, hein, encore une fois, Jean-Paul Hamon. Ça a fait réagir quand même. Bah, ça a surtout fait réagir mon interne là, qui vient de quitter ma consultation en disant c'est pas les mêmes études. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui, et ça a été le cas, j'ai vu un jeune étudiant qui a échoué au premier concours et qui fait une filière scientifique. Donc, il va se taper un master sur 4 ans. Et lui, il aura le droit à une passerelle s'il est motivé pour continuer. Donc, clairement, il y a des solutions, il y a des passerelles. Et puis, quand j'entendais aussi Gabriel Attal dire qu'il fallait faire revenir les médecins, vous savez, le médecin qui est allé passer sa médecine en Roumanie, il n'a qu'une chose, hein, c'est de rentrer en France, hein, parce que c'est pas par hasard si on a des médecins roumains qui viennent en France, justement, parce que bien que nous, on se plaigne des conditions dans lesquelles avec lesquelles on est traité depuis une trentaine d'années, et notamment depuis 6 ans, les conditions en Roumanie sont quand même nettement moins favorables qu'en France. Donc, on n'a aucun souci pour voir revenir les médecins. Je voyais la sénatrice qui disait effectivement le Luxembourg est beaucoup plus attractif. Faisons en sorte que l'exercice médical soit de nouveau attractif et les médecins ne fuiront pas. Faisons en sorte que les gens motivés puissent aller au bout de leurs études. Faisons en sorte que les internes ne se suicident pas tous les 18 jours, un interne qui suicide tous les 18 jours comme c'est le cas actuellement. Faisons en sorte que l'État ne poursuive pas les médecins généralistes parce que soi-disant que ce sont eux les responsables des arrêts de travail. Donc si vous voulez, là actuellement, les médecins sont extrêmement inquiets de la façon dont on les traite. Depuis maintenant 6 ans, quand vous pensez qu'on est en train de déployer les télécabines et qu'il est question de les mettre dans les gares, qu'il est question de démanteler l'exercice médical en le faisant exercer par des pharmaciens, par des kinés, par des infirmières ou par des télécabines, je peux vous dire, je serais jeune médecin, j'hésiterais vraiment beaucoup à m'installer dans les conditions actuelles. Alors, on en a dit un mot, les déserts médicaux. Hein. Je rappelle qu'un rapport sénatorial de mars 2022 disait que 30% de la population française, en gros, vivait dans un désert médical. C'est aujourd'hui, certainement plus. Beaucoup plus. Aujourd'hui, on a quasiment l'ensemble du territoire qui est dans un désert médical. Mais l'ensemble du territoire, plus de 80%. 98%, à part peut-être la Côte d'Azur et la Côte Atlantique, où encore on trouve un pourcentage supérieurement. Mais la question, et je ne suis pas toujours d'accord avec le docteur Hamon, il le sait très bien, mais là, la question, c'est l'organisation aujourd'hui. Et donc, l'organisation des études fondamentales des professionnels de santé, on leur fait faire aujourd'hui 10 ans. Il faudrait peut-être, sur ces 10 ans-là, leur donner beaucoup plus de travaux pratiques, d'aller sur le terrain avec des maîtres de stage, de ne pas attendre les 2 dernières années, mais beaucoup plus tôt, pour qu'ils aient une véritable compréhension de ce que c'est le nouveau métier de médecin, qui n'est certainement plus le même que celui qui avait et qui existe encore. Demain, le médecin sera celui qui sera un animateur d'équipe, qui sera là pour effectivement accompagner une équipe, accompagner des malades, avoir une responsabilité aussi de santé publique sur un territoire pour faire de l'éducation à la santé, pour faire de la prévention, pour suivre les pathologies chroniques, etc. Donc on voit bien qu'il y a une refondation totale du métier du médecin qu'il faut mettre en place dans les formations initiales et aussi dans les formations pratiques. Et donc on voit bien aujourd'hui qu'on pourra aller chercher des médecins à l'étranger, on pourra aller chercher, permettre à certaines filières de rattraper. Si on ne refonde pas l'organisation sur les territoires et le rôle de l'ensemble des acteurs pour pouvoir répondre aux besoins populationnels, on restera toujours dans des difficultés d'offres par rapport à la demande. Alors il y a la question de l'organisation des soins à l'échelle du territoire qui est importante aussi. Parmi les mesures annoncées par Gabriel Attal, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre des services d'accès aux soins. Je ne sais pas si on dit SAS ou SAS. SAS, voilà. C'est un dispositif que le Premier ministre entend généraliser. On l'écoute. Dès cet été, chaque département devra être doté d'un service d'accès aux soins avec des professionnels organisés pour assurer la permanence des soins. Dans les départements où il n'y aurait toujours pas de service d'accès aux soins et de réponse satisfaisante, je suis prêt à aller plus loin en restaurant des obligations de garde pour les médecins libéraux en soirée ou le week-end, dans leur cabinet, à l'hôpital ou en maison de santé. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le SAS. Frédéric Bizard, c'est quoi le SAS? Est-ce que ça marche? Et est-ce que c'est ça qui va résoudre la crise des urgences, par exemple?
Écoutez, c'est une organisation de la permanence des soins pour s'assurer qu'à tout moment de la journée, en particulier de la nuit, vous puissiez trouver un médecin. Je crois que c'est aujourd'hui dans 70% des territoires, et il le faut. Bon, mais... Enfin, moi, quand j'entends ça du Premier ministre, de tout ce dont on discute là, il n'y a pas un seul sujet qui est du niveau, pour moi, du Premier ministre. Vous voyez, est-ce qu'on peut parler du service public territorial ? Est-ce qu'on pourrait parler de l'avenir de l'hôpital public ? Est-ce qu'on pourrait parler de l'avenir des biothérapies en France, de la recherche, de la production ? Enfin, il y a tellement de sujets. Je vais répondre. Non, mais j'entendais Catherine Vautrin qui disait que le SAS, c'était le 15, en fait. C'était Donc, si vous voulez, moi, je veux bien que le Premier ministre s'occupe de l'organisation de la permanence des soins dans les territoires, mais croyez-moi, c'est à peine du niveau de la ministre. Laissons ça, on a quand même mis des agences régionales de santé qui nous coûtent 1 milliard par an, qui sont avec des dizaines de milliers de... Bon, enfin, peut-être que... Bon. Mais le problème, c'est comme la démographie médicale, parce que il faut quand même essayer d'aborder les vrais sujets. On a une chance en France, par exemple pour la démographie médicale, c'est que les études de santé sont parmi les plus populaires. Vous savez qu'il y a, je crois que c'est une demande sur 4 de Parcoursup, c'est dans les parcours de santé. Donc croyez-moi, quantitativement, on va pas manquer dans les années qui viennent. Il y a des candidats, et comme le disait très bien Jean-Paul Hamon, on est aujourd'hui à presque 9000 médecins qui sortent chaque année, parce qu'on a quand même ouvert depuis un certain temps. Vous savez, c'est juste le thermomètre, le numerus apertus, le numerus clausus. Numerus clausus, si vous le mettez à 15 000, il n'y a pas de problème. Donc en fait, on a ouvert, mais ça ne change strictement rien, puisque c'est limité par la capacité de pouvoir former les gens. Donc je suis désolé de dire que ça ne change strictement rien. C'est une décision de l'État de fixer les choses. Bon. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème quantitatif. On est aujourd'hui à une densité à peu près de 3,2 médecins pour 1000 habitants. On était à 3,3 il y a 10 ans. Les Allemands sont un peu plus hauts, les Espagnols, les Italiens sont plus bas. Bon, mais c'est pas ça fondamentalement le problème. Le problème, c'est les conditions de travail, c'est l'environnement, c'est l'attractivité du système de soins dans les territoires. C'est tout ça qu'il faut revoir. Donc, au sein de l'Institut Santé, on a proposé un certain nombre de choses, dont la réorganisation d'un service public territorial qui soit piloté à l'échelle de territoire. Définissons déjà des vrais territoires de santé. Vous savez que vous avez autant de territoires de santé que de secteurs. Vous avez des groupements hospitaliers de territoire qui sont une unité géographique pour les hôpitaux. Non mais, pourquoi je vous dis ça ? C'est que ça, c'est la responsabilité de l'État. Ce que je veux dire, c'est que la simplification administrative, elle doit passer aussi par le millefeuille de la santé. Oui, mais justement, la simplification administrative, ça veut dire que tout le monde le même territoire. Cette approche populationnelle et préventive qui est mise en avant à juste titre par Gérard Raymond, ça, c'est essentiel. On est tous d'accord qu'il faut aller là-dessus. La question, c'est comment on le fait. Et là, il faut que l'État impulse. Et il a juste à impulser. Et ça, il n'y a pas de fonds supplémentaires à mettre. C'est à impulser, comme Napoléon l'a fait il y a 200 ans, où il a voulu organiser l'administration de l'État, où on a défini des départements, où on a dit ça sera la capacité des gens à pouvoir circuler à cheval sur une journée. Il faut être imaginatif et que l'État dise... Voilà votre unité géographique à l'intérieur de laquelle vous allez m'organiser un service public, c'est-à-dire un accès, et pas simplement du soin, un service public de la santé, ce qu'on appelle la santé globale. Voilà. Et moi, l'État, je vais déterminer ça. En revanche, je vous laisse organiser la permanence des soins, le machin, parce que c'est pas à moi, à l'État, d'aller vous dire ce que vous devez faire. Alors justement, sur l'obligation, on le voit bien, on va faire réagir les médecins autour de ce plateau, mais Émilie, on le sait, c'est toujours compliqué pour les politiques d'obliger les médecins à faire quelque chose. Oui, et pourtant c'est une des pistes qui a été envisagée par Gabriel Attal. Il en a parlé donc dans son discours de politique générale, on l'a entendu. Je n'ai pas de tabou et des obligations de garde pour les médecins libéraux pourraient être décidées. Alors pour mémoire, cette obligation, elle a été retirée en 2002 à la suite d'un mouvement de grève. Elle a été remplacée par un système collectif basé sur le volontariat, rémunéré au forfait. On parle de la permanence des soins ambulatoires, la PDSA. Et le système fonctionne plutôt bien, si l'on en croit le rapport de l'Ordre des médecins. Alors, il n'y a que 40% des médecins qui y participent, mais le système couvre plus de 90% du territoire national. C'est risqué pour Gabriel Attal ? C'est un peu risqué parce que le corps médical, il est déjà fortement mobilisé pour une augmentation des tarifs. On sait que la consultation est passée de 25 à 26,50 € seulement en novembre. Il y a eu des manifestations. Ils demandaient 30. Ils demandent 30, même on entend 50. Il y a eu des manifestations fin décembre et début janvier à ce sujet. Les médecins se sont donné rendez-vous aussi le 14 février devant le Sénat parce qu'il y a une proposition de loi sur l'accès aux soins qui va être étudiée avec un amendement sur les gardes, justement. Ensuite, la mesure
mesure pourrait encore freiner les ardeurs des jeunes médecins. Vous dites, ils sont réticents. Ils sont aujourd'hui que 12% à choisir cette voie de médecin libéral. Et Macron est sensible à cet argument de l'attractivité du métier. Les conditions de travail, on en parlait, sont très difficiles. On parle de 55 heures par semaine en moyenne, 1100 patients suivis par médecin. Et bien sûr, ils n'ont pas de repos quand ils font une garde. Et on sait que le président de la République, lui, il a aussi renoncé à l'obligation d'installation dans des pour les jeunes médecins, il y avait pensé, puis finalement, il y a renoncé. Ça faisait partie de son programme de 2022. L'idée a vite été mise de côté. Confirmation dans sa conférence de presse du 16 janvier dernier. Alors, est-ce que la contrainte, c'est la bonne solution ? Ma réponse est non. Je vous parle, je suis d'une famille de médecins. Je suis le seul mauvais élève de ma famille qui n'ait pas fait ça. Quel est le problème aussi qu'on a ? Pourquoi on n'a pas assez d'offres de soins ? Parce que les médecins qui font plus de 10 ans d'études, ils vous disent à juste titre quand ils finissent, vous me posez des contraintes pour la convention, pas la convention. En fait, j'ai contribué à l'effort national, j'ai fait tourner l'hôpital comme externe et comme interne, ce qui est vrai dans notre système. Vous n'allez pas me dire que je vais m'installer là ou là. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Je vous le signe. Ils quitteront. Et le président plaide davantage pour la coordination entre médecins de ville et hôpital. Et du coup, l'obligation de garde, ce tabou, il sera levé ? On ne sait pas trop, rien n'est moins sûr, parce que la mesure est soutenue, par contre, par 8 Français sur 10. Et le gouvernement est quand même soucieux de faire taire les colères. On l'a vu avec la crise agricole, la grogne agricole. Il a cédé quand même à une majorité des demandes des agriculteurs. On verra ce qu'il fait avec la grogne des médecins. Jean-Paul Hamon, les obligations de garde pour les médecins libéraux dans certains territoires. Quand j'ai entendu ça, si vous voulez, ça m'a plutôt fait marrer parce que franchement, moi, je suis en train de monter une deuxième maison médicale de garde sur Clamart et je peux vous dire que l'Agence régionale de santé ne nous aide pas beaucoup. Ils ont commencé par réduire le budget de 20% d'une part et au jour d'aujourd'hui, alors que la maison est ouverte depuis le 1er janvier, et qu'on fonctionne, j'attends encore le premier versement de l'agence régionale sanitaire alors que j'ai dû payer les secrétaires, payer le matériel et tout ça est bien énervant. On m'apprend aujourd'hui que pour faire un virement de l'ARS, il faut 7 jours. Imaginez-vous quand vous faites un virement d'un compte à compte, 7 jours pour l'ARS, ça fait rêver. Donc j'aimerais bien que le ministre, j'aurais bien aimé entendre M. Attal parler d'organisation des soins. Faire en sorte que l'accès à l'hôpital soit régulé, donner les moyens à la médecine de ville d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir. Quand vous pensez qu'un infirmier qui permet de maintenir à domicile des personnes âgées avec le médecin généraliste, son déplacement est passé de 2,50 € à 2,75 €. Comment voulez-vous maintenir des gens à domicile, motiver des infirmiers dans ces conditions-là ? Il faut éduquer effectivement la population au bon usage de l'hôpital, il faut organiser les soins, il faut permettre à la ville d'éviter les hospitalisations, et ça c'est capital, et ça on ne l'a pas entendu dans un discours de politique générale, on ne l'a pas entendu, et c'est bien dommage. Parce que l'obligation d'installation, M. Macron l'a enfin compris, mais ce qu'il n'a pas compris, c'était la dureté du métier de médecin, parce que je l'ai entendu, c'est à vous, dire que le métier de médecin, c'était un métier dur à cause du nombre d'heures. Or, j'attendais la suite. À aucun moment, il a parlé du contact avec la maladie, avec la mort, avec la fragilité de l'existence. Et ça, j'aurais bien aimé l'entendre de la parole du président de la République. Ce serait bien qu'on arrête de penser les médecins comme des générateurs de dépenses, mais comme des générateurs de soins. J'entends M. Raymond dire qu'il n'est pas souvent d'accord avec moi. On parle de prévention, mais il n'y a plus de médecins scolaires. On parle de prévention, mais il n'y a plus de médecins du travail pour aller vérifier les conditions d'exercice des salariés au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas parce que vous allez faire pipi dans un bocal devant une infirmière du travail tous les 3 ans que c'est une médecine du travail. Personne ne va vérifier les conditions d'exercice des salariés au sein de l'entreprise. Et quand il y a des arrêts de travail, les seuls responsables, ce sont les médecins généralistes, bien entendu, parce que ce sont eux les responsables de tous ces feignants qui ne veulent pas s'installer. Donc, si vous voulez, quand la liberté d'installation, si vous voulez, mais comment voulez-vous toucher à la liberté d'installation quand la France entière est un désert ? Quand la France entière est un désert. On a bien compris que
On a bien compris que ça ne vous avait pas convaincu, Jean-Paul Hamon. Je reprends la main parce qu'on a encore un autre sujet à aborder. Le témoignage de quelqu'un qui est depuis 50 ans sur le terrain, médecin généraliste, qui connaît un peu L'autre moyen de retrouver du temps médical pour Gabriel Attal, c'est de responsabiliser les patients, notamment en luttant contre le phénomène des rendez-vous non honorés. C'est ce qu'il a, la fameuse taxe lapin. Alors c'était une idée au départ portée par une sénatrice LR, Corinne Imbert. On écoute le Premier ministre. Il y a encore aujourd'hui trop de rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés. Pour les médecins, il est insupportable d'avoir chaque jour des patients qui ont un rendez-vous et qui ne se présentent pas. Pour les Français, il est insupportable de savoir que des millions d'heures sont perdues alors qu'ils attendent parfois des mois pour un rendez-vous. Je souhaite un principe simple qui se traduise par des mesures claires dès cette année. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paye. Alors Gérard Raymond, je vous vois bouillir sur cette affaire. Frapper le patient en porte-monnaie, c'est pas la bonne solution. Je ne vais pas m'inquiéter comme Jean-Paul, mais oui, non, c'est pas sérieux. C'est d'abord pas sérieux parce que on nous annonce des chiffres extraordinaires de rendez-vous non honorés. 27 millions de rendez-vous non honorés, dit l'Ordre des médecins. Cette affaire-là, ça fait quand même une bonne année que ça dure. Et donc nous-mêmes avons pris contact avec des plateformes de prise de rendez-vous, avons pris contact aussi avec des syndicats de médecins et libéraux pour réfléchir et travailler. Et les chiffres que nous présentent les plateformes ne sont pas ceux-là. Donc c'est beaucoup moins important. Et ensuite, on voit bien qu'effectivement, parfois, les professionnels de santé nous disent si un rendez-vous non honoré, ça me permet de rentrer mon dossier, ça me permet de rentrer mes données dans mon espace santé, etc., etc. Donc, il faut raison garder. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois de plus, on trouve bien la solution pour responsabiliser les citoyens à ce bien de consommation qui est le système de santé, qui n'est pas du tout un bien de consommation. Il faudrait peut-être le regarder totalement différemment. Bien voilà, on va les faire payer. Je tiens à dire que dans le code de santé publique, et Jean-Paul le sait très bien, on ne peut pas toucher une rémunération quand on ne l'a pas effectuée. Mais c'est pas dit que l'argent aille au médecin, c'est pas dit que l'argent aille au médecin. La consultation, on ne peut pas. Donc qui va récupérer cette amende comment elle va être récupérée? Est-ce que c'est l'assurance maladie? Est-ce que c'est la plateforme? Enfin, tout ça nous intéresse de voir. Donc c'est plutôt la faisabilité ou c'est sur le principe que vous n'êtes pas d'accord? Nous pensons que c'est plutôt dans la culpabilisation. On va culpabiliser les gens. Pourquoi? Mais il faudrait peut-être aussi s'interroger sur la cause. Pourquoi il y a autant, je veux bien, de rendez-vous non honorés? C'est parce que, et Jean-Paul le sait très bien, il nous faut 7 jours pour avoir un rendez-vous avec notre médecin généraliste. Peut-être qu'en 7 jours, on aura trouvé une solution, ou on aura vu un pharmacien ou autre, et on se sera. Il nous faut plusieurs mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. D'ici là, peut-être on a trouvé notre solution. En oubliant, mais ça n'empêche pas. Encombrer les urgences. Mais Jean Raymond, ça n'empêche pas d'aller décommander le rendez-vous un peu plus loin qu'on a pris. Ça fait partie de la responsabilité, ça fait partie aussi de la responsabilité citoyenne. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on est rentré dans une ère où, effectivement, il faudrait peut-être acculturer l'ensemble de nos concitoyens. Et notre part de responsabilité du milieu associatif est là aussi engagée, c'est responsabiliser les gens à user du système et de ne pas en abuser. Et donc, de rester respectueux. On a vu une campagne sur la maltraitance des professionnels de santé. On peut aussi peut-être faire une campagne sur la maltraitance aussi des patients qui attendent plusieurs heures sur des chariots, qui attendent plusieurs heures dans une salle d'attente. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui de la refondation du système de santé. Pour comprendre, Véronique Guillotin, c'est faisable, c'est pas faisable? Je pense que ça... Moi, je ne vois pas comment en pratique c'est faisable. Moi, cet amendement... Qui pénalise, qui collecte, cet amendement avait été de l'argent déposé au Sénat, en fait. Donc moi, j'ai été sur le fond de la responsabilisation des uns et des autres. De pouvoir prendre son téléphone, de décommander un rendez-vous, d'avoir des multiplications de rendez-vous non honorés. Je pense qu'effectivement, c'est compliqué. Alors, la médecine n'est pas le restaurant, mais de toute façon, c'est dans tous les domaines dans tous les domaines d'activité où c'est comme ça. Et je pense qu'effectivement, il faut se pencher sur ce problème-là. Certains professionnels de santé le gèrent dans leur cabinet. Je ne suis pas sûre que ce soit du niveau d'une loi, d'un texte, machin. Mais il faut quand même pas se dire que c'est rien. Parce que quand on a des rendez-vous successifs, quand on est dans un cabinet médical, et que ça, on peut faire effectivement autre chose. Mais bon, quand même, il ne faut pas non plus dire que c'est complètement normal et que le médecin a autre chose à faire, d'avoir 3 rendez-vous qui se décommandent. Mais je pense qu'il faut effectivement se mettre autour de la table, voir comment c'est réalisable. Maintenant, je ne vois pas trop cette histoire d'amende, mais il faut
Mais je ne sais pas si ce sujet-là, c'est un gadget. Mais c'est marginal. Enfin, je veux dire, ça doit être résolu. Oui, sur le territoire, faut savoir comment on va le faire. Mais c'est pas digne d'un Premier ministre, pour reprendre notre expression. Il y a un sujet qu'a pas abordé Gabriel Attal, c'est le médicament. Il n'y a pas eu un mot. Il y en a eu plein. Aucun grand sujet. Or, on est quand même encore en pénurie de médicaments. Le médicament n'a pas été abordé. Mais encore une fois, moi je crois que quand des gens très intelligents abordent comme ça des sujets que l'on sait, il y a faire diversion, oui, on en discute ce soir, je ne sais pas. Je suis assez d'accord que et c'est assez dangereux parce qu'on a toujours l'impression un peu de culpabiliser. Un jour c'est le médecin, un autre jour c'est le patient, un autre jour le truc. Donc c'est à mon avis assez dangereux. Mais il y a quand même une façon, et il n'y a pas que le Premier ministre ou le Président de la République. Moi je suis quand même abasourdi de la façon avec laquelle on fait de la politique de santé dans ce pays, quoi. Vous prenez ce sujet, moi j'ai un petit peu regardé avant de venir, moi je sais pas, quand je travaille sur un sujet, j'essaye d'avoir des données, j'essaye d'avoir du fond. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas une seule étude qui a été faite. Y a rien. Sur la taxe lapin Sur la taxe lapin, il n'y a rien. Alors, il y a une étude qui a été faite par MG, je les cite, qui ont interrogé 1 millier de leurs médecins généralistes. Non, mais je vous dis juste, parce qu'il y a des drôles quand même, 1 tiers des médecins généralistes interrogés trouvent que c'est un problème insupportable. Un autre tiers est ravi de cette respiration qui permet de se détendre ou de rattraper son retard. Et enfin, 1 tiers ne s'en préoccupe pas. Donc ça ne paraît pas être une urgence. Le Premier ministre, le Président de la République prennent la parole sur un sujet qui n'a pas du tout été réfléchi sur le fond par le ministère. Franchement, c'est extrêmement inquiétant de ce qu'est devenu ce ministère de la Santé, où on a l'impression d'une coquille complètement vide. Et je vous rappelle qu'à l'heure où nous parlons, on n'a toujours pas de ministre. Certains professionnels de santé, depuis bien longtemps, ont géré le problème des retards. Moi, les cabinets dentaires sont beaucoup plus stricts sur les horaires, Je pense que c'est quand même symptomatique de la stratégie de Gabriel Attal. Il a fait pareil au ministère de l'Éducation nationale. Plutôt que de s'attaquer aux problèmes de fond, avoir ce modèle, essayer de voir l'attractivité, l'organisation, on balance des mesures comme l'uniforme, l'abaya, qui font un peu, pas diversion parce que c'est quand même utile, mais c'est quand même une petite chose un peu plus anecdotique que le fond de l'iceberg, qui est quand même beaucoup plus énorme et auquel il ne s'attaque pas. Maintenant, sur ce sujet, il serait intéressant d'essayer de s'interroger si ce phénomène existe et si beaucoup de médecins le ressentent. Donc mais pourquoi ? Alors qu'on a un problème de pénurie de médecins, pourquoi finalement on se retrouve comme si on n'avait que l'embarras du choix pour avoir un médecin, on annule là pour aller ailleurs. Alors que ça n'est pas le cas. Non, donc je voudrais l'avis de Jean-Paul Hamon pour conclure, parce qu'il nous reste 2 minutes d'émission. Jean-Paul Hamon sur cette affaire de taxe lapin. Bien que vous en parliez, parce que dans ma consultation de cet après-midi, j'ai eu une famille qui avait 3 rendez-vous, qui n'est pas venue, qui n'a pas prévenu. Et donc, comme moi j'ai un secrétariat présentiel, je peux vous dire qu'il va falloir qu'ils aient une bonne excuse, parce que ceux-là, ils vont changer de médecin immédiatement. On a une règle dans mon cabinet. Si quelqu'un nous pose un lapin, on le prévient qu'à 3 lapins, il change de médecin traitant. Et par contre, ce qui est en train de se généraliser, c'est le développement des plateformes. Vous savez, la plateforme qui fait tout actuellement, là, qui se permet de valoriser des professions qui ne sont même pas des professions de santé parce qu'elles ne crachent pas sur un abonnement. Et donc, vous avez des gogo-thérapeutes qui sont sur Doctolib, etc. Les gens prennent rendez-vous avec un médecin. Les gens prennent rendez-vous avec un médecin et puis ils trouvent 2 places de rendez-vous un peu plus tôt. Eh bien, ils vont voir l'autre médecin et ils n'annulent pas. Il n'y a aucune sanction de la part de la plateforme qui se goinfre et qui est en train de désorganiser les soins. Vous savez, ça, le développement de Doctolib, moi, quand j'ai un nouveau patient qui commence sa consulte, qui commence par un lapin, celui-là, immédiatement, il est viré et il ne reprend plus jamais rendez-vous avec moi. Donc, si vous voulez, nous, quand on a un secrétariat présentiel et qu'on a une informatique qui fonctionne, je peux vous dire, les patients, on évite ces gens qui sont mal polis, mal embouchés et qui n'ont aucun respect pour les médecins. Donc comme ça, c'est fait. Il n'y a pas besoin de monter l'usine à gaz dans le visage Gabriel Attal. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon. Tu casses, tu répares, tu salives, tu nettoies, tu ne viens pas, tu ne reviens plus. C'est un peu ce que pourrait proposer Gabriel Attal. La responsabilisation des patients dans notre système de santé, c'est un sujet absolument fondamental. Et qui donnera lieu à un prochain débat, parce que le temps de ce débat est déjà terminé. Merci à tous les 4 d'y avoir
avoir participé. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous retrouverez demain dans ce fauteuil, évidemment, Thomas Hugues. Et puis, c'est Joël Mergui, président du consistoire central israélite de Paris et d'Île-de-France, qui sera l'invité de la matinale de Public Sénat demain matin.